Nathalie Le Skrill, l'étrangleuse. Cette femme a étranglé son mari avec la ceinture de son peignoir. Elle était arrivée au bout d'une vie de mensonges. Elle avait menti sur son nom, sur son histoire familiale et finalement sur son amour. Ce drame se joue dans un milieu tout à fait particulier, le monde des courses de chevaux. La victime, Christophe Le Skrill, était un jockey prometteur. Il n'a rien vu venir, ni les mensonges, ni les amants de sa femme, ni la mort qui l'attendait. Quoique. La Morlaix, près de Chantilly, au nord de Paris. Il est minuit passé dans la nuit du 5 au 6 janvier 1994, quand Christophe Le Skrill téléphone aux gendarmes pour la deuxième fois en moins d'une heure. Il les appelle à la rescousse car il est au beau milieu d'une violente dispute avec sa femme. Quand les gendarmes arrivent, de l'extérieur, tout paraît calme. Le portail d'entrée est ouvert. Une pièce est éclairée. Il s'agit de la cuisine. On se dirige vers la porte d'entrée. On sonne, personne ne répond. On insiste un petit peu. Après avoir sonné, on clenche quand même la porte de l'habitation. La porte est verrouillée. En regardant au travers de la fenêtre de la pièce éclairée, on constate qu'il y a des animaux à l'intérieur, un chien et des chats. On insiste encore une fois à la porte, on sonne, personne ne répond. A priori, le domicile est vide. Bizarre. Christophe Le Skrill, le propriétaire, leur a pourtant demandé à 2 reprises d'intervenir à cette adresse. La première fois, il leur avait expliqué au téléphone qu'il était séparé de sa femme, Nathalie, qu'elle vivait chez des amis, mais qu'elle était revenue soi-disant pour discuter et qu'il n'arrivait pas à la faire repartir. Une demi-heure plus tard, le jockey les avait rappelés. Il paraissait très angoissé. Il avait insisté pour qu'ils se déplacent. Nathalie empêchait leur enfant de dormir. Les gendarmes trouvent donc suspect que personne ne leur ouvre. C'est alors que 2 copines du propriétaire arrivent en voiture. Corinne et Céline sont très inquiètes. Elles ont reçu, elles aussi, des appels angoissés de Christophe Le Skrill à propos de la dispute. Et on s'est dit, on va y aller parce qu'on sentait une anxiété monter, une peur qui montait. De savoir, je pense, ce qui pouvait, jusqu'où ça pouvait aller. Qu'est-ce qui allait se passer? Une autre voiture se gare devant le pavillon. Cette fois-ci, c'est la mère de Nathalie, Patricia. Elle a les clés, elle ouvre. À l'intérieur, personne. Tout paraît normal. Au rez-de-chaussée, donc il y a le salon, la cuisine. Sur le côté, le garage. C'est là qu'on constate la présence du véhicule de Monsieur Le Skrill. À l'étage, des chambres, la salle de bain. Aucun désordre particulier. Pour nous, la maison est en ordre. Rien d'alarmant, quoi. Rien qui pouvait laisser entendre qu'il y avait eu une bagarre ou autre dans la maison. Rassurés, les gendarmes s'en vont. Vers 3 heures du matin, la mère de Nathalie les appelle pour leur dire que sa fille est finalement rentrée chez elle avec la petite. En revanche, aucune nouvelle de Christophe, le mari. Nathalie dit qu'elle ne sait pas où il est. Corinne et Céline ont un mauvais pressentiment. Elles appellent Nathalie pour avoir des explications. En fait, je lui ai dit, bah voilà, je suis une amie de Christophe. Où est-ce que vous avez mis Christophe? Et là, très gentiment, posée, d'un ton très calme, elle m'a dit, mais j'ai laissé Christophe à la maison, j'ai rien fait. Et là, je lui ai réitéré ma question, toujours la même, où avez-vous mis Christophe? Et toujours sur le même ton, elle m'a dit, écoutez, la dernière image que j'ai de Christophe, c'est de le voir courir dans mon rétroviseur. Et avec un ton là, haineux, quand je lui ai demandé, mais pourquoi vous êtes revenu fermer la porte de la maison? Elle m'a dit, pour qu'il crève de froid dehors. Madame Le Skrill, comment est-ce que vous apprenez que votre fils Christophe a disparu? Dans la nuit, vers minuit passé, la mère de Nathalie m'appelle en me demandant si je sais quelque chose. Il y a quelque chose qui s'était passé, le chien était dehors, les lumières allumées, enfin, voilà. C'est comme ça que vous l'apprenez? J'apprends qu'il n'y a plus personne dans la maison. Vers 3 heures du matin, elle me rappelle en me disant, Marcel, parce que je m'appelle Marcel, Marcel, écoutez, Nathalie vient de rentrer avec la petite. Et moi, je lui réponds,
Eh bien, tant mieux, la petite ne peut pas se défendre. Au moins, Christophe, il sait se défendre, c'est pas grave. La petite est rentrée, c'est le principal. Voilà ce que je lui dis dans la nuit. À 3h du matin, voilà ce que je lui dis. Christophe disparu. C'est un cas de figure que vous aviez envisagé? Pas du tout. Ça lui ressemblait? Pas du tout. Une fugue? Pas du tout. Non, Christophe était un jeune homme sérieux, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de sa fille, et puis très famille. Il nous a, enfin, moi, je pense qu'il m'adorait, mais surtout vis-à-vis de sa fille. Il aimait beaucoup sa petite fille. Il n'aurait pas claqué la porte sans vous prévenir? Pas du tout. Christophe serait parti en jogging et t-shirt, sans voiture ni papier. Du moins selon la version de sa femme. On ne savait pas du tout ce qui s'était passé, donc on a cherché partout. On a appelé les hôpitaux, jusqu'à Amiens, pour savoir si ils n'avaient pas quelqu'un qui avait été admis chez eux en décrivant Christophe. Ils nous ont dit que non. Et de là, on est parti, on a fait Gouvieux, Lamorlaye, Luzarches, Viarmes, enfin, on a tout refait jusqu'à Neuilly-en-Thelle et en long, en large, en travers, pour voir si on le trouvait pas. Mais rien. En fin d'après-midi, le lendemain de sa disparition, Christophe n'est toujours pas réapparu. Sa femme Nathalie se rend à la gendarmerie de Chantilly. Elle paraît affolée. Elle va s'effondrer, elle va pleurer. Elle va se mettre à pleurer. Et là, elle va presque supplier de mettre tout en œuvre et de mettre tous les moyens en action pour retrouver son mari. Nathalie dépose ce qu'on appelle une recherche dans l'intérêt des familles. Et elle raconte aux gendarmes ce qui s'est passé ce soir-là. Le jockey Christophe Lescril a disparu, dans des conditions étranges. Le soir de sa disparition, il avait appelé les gendarmes à la rescousse parce qu'il avait eu une violente dispute avec sa femme. Et maintenant, lui, on ne sait pas où il est. Et elle, dont il était séparé, vient dire aux gendarmes qu'elle est inquiète. Bizarre, non? Il est peut-être temps de s'intéresser à l'histoire de ce couple éphémère. Christophe et Nathalie Lescril vivent donc à Lamorlaye, dans le sud de la Picardie. C'est une petite ville de 8000 habitants en pleine forêt, à 2 pas de Chantilly, la capitale française du cheval. Plus de 900 chevaux de course s'entraînent ici chaque jour. Et c'est là, dans ce quartier calme d'un certain standing, que Christophe et sa femme Nathalie ont acheté un petit pavillon à la naissance de leur fille, il y a un peu plus d'1 an, pendant l'été 92. Christophe Lescril est un jockey de galop qui commence à se faire un nom dans le milieu hippique. À 24 ans, ce sportif professionnel a déjà remporté plus de 150 courses. C'est un des meilleurs espoirs de sa génération. Il avait fait une très bonne carrière en tant qu'apprenti. Il était dans les meilleurs apprentis. Il a gagné les challenges. Il avait une très belle carrière devant lui. Et c'était le genre de type qui perdait pas la course qu'il fallait pas perdre. Et je pense qu'il aurait trouvé une grosse maison qui l'aurait propulsé dans les 4-5 meilleurs jockeys français, probablement. Christophe gagne l'équivalent de 6 000 € par mois. Mais à terme, il espère gagner 3 ou 4 fois plus, car il enchaîne les succès et a notamment gagné le Piaget d'or à Deauville. Mariage secret l'emporte devant le favori Cardoon. Mariage secret avait été acquise l'an dernier à Deauville pour la modeste somme de 100 000 francs. Et pourtant, Christophe ne vient pas du milieu hippique. Ses parents travaillent à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris. Sa mère comme infirmière, son père comme agent de restauration. À l'âge de 10 ans, son père meurt d'un accident de bateau et Christophe se passionne pour le cheval. Il passe des heures à regarder le tiercé à la télévision. Il a le gabarit idéal, 1,59 m, 52 kg. À 14 ans, il entre à l'école des apprentis jockeys de Maison Lafitte. Et très vite, il est repéré par l'entraîneur Jean-Paul Gallorini, avec qui il va gagner ses premières courses. Dans le milieu, il passe pour un jeune jockey sérieux et poli. Christophe était un garçon très calme, très discret. J'ai jamais vu, même en rentrant d'une course, s'énerver sur un autre jockey, sur quiconque. Jamais un mot plus haut que l'autre. Dans les écuries de Maison Lafitte,
Christophe fait la connaissance d'une jeune cavalière, Nathalie. Il a tout juste 21 ans. Elle a 3 ans de plus que lui et travaille comme jockey d'entraînement. Un coup de foudre. 3 mois après, ils se marient. Nathalie est le premier grand amour de Christophe. Ils vivent un amour fusionnel et exclusif. Nathalie était tous les jours aux courses. Et d'ailleurs, je les voyais, ils étaient dans les balances, toujours ensemble, ils s'embrassaient, tout ça. Et je charriais un peu Christophe, j'ai dit, mais tu vas pas la perdre. Il me disait, c'était très émouvant, surtout maintenant, il me disait, Monsieur Porzier, c'est ma force. Voilà. Et il était fou de Nathalie. C'est là qu'il du coup, il a perdu tous ses copains, tous ses amis qu'il avait, parce qu'il s'est retrouvé avec elle 24 heures sur 24. Un couple complémentaire. Il est timide, elle adore les mondanités. Très vite, c'est Nathalie qui prend tout en main. Le choix des amis, les finances et la carrière de son mari. Lui se concentre sur ses performances et ses proches commencent à trouver qu'elle régente un peu trop sa vie. C'était elle qui commandait. Et elle l'emmenait où elle voulait, comme elle voulait, et lui suivait. Donc, il disait rien, donc c'est que tout allait bien. Le 1er juillet 92, 2 ans après leur mariage, Nathalie donne naissance à une petite fille. Christophe est fou de joie. Il était devenu papa poule, quoi. C'était sa fille avant tout. C'était, il arrivait aux courses, il faisait son métier à 100%, et tout de suite, il repartait pour rentrer chez lui pour voir sa fille. Et dès qu'il arrivait chez lui, je sais qu'il s'occupait de sa fille à 100%. C'était devenu sa fille avant tout. Ouais. Son histoire avec Nathalie au début, c'est un coup de foudre? Peut-être pour Christophe, mais pas pour moi. Christophe courait à Fontainebleau à cette époque-là, et quelquefois, quand il passait à Fontainebleau, on habite un peu dans la même direction, donc il passait me voir à la maison avec des amis, notamment avec Thierry, et puis des jeunes filles aussi quelquefois. Et donc la première fois qu'il est venu à la maison, c'était au mois de juin de l'année 90, et il est arrivé avec cette jeune fille. Et dès que je l'ai vue dans l'encadrement de la porte du seuil de ma maison, moi, cette jeune fille, je l'avais déjà vue aux courses l'année d'avant à Deauville, et j'ai trouvé qu'elle avait une drôle d'allure quand même. C'est-à-dire? Elle était spéciale quand même. Ça faisait... À Deauville, c'est quand même des gens qui sont bien habillés. T'es vulgaire? Moi, je trouvais. Je trouvais qu'elle était un peu vulgaire. Et donc, dès que j'ai vu cette jeune fille avec Christophe, ça m'a un peu surprise. Mais Vous le lui avez dit? Là, pas du tout. Il l'a senti? Je pense. Le mariage, vous lui avez dit que c'était pas une bonne idée? Ah oui. Franchement? Franchement. Je lui ai dit, Christophe, et si je te dis qu'il ne faut pas que tu te maries, il m'a dit, je me marierai quand même. Pour vous, le jour où il se marie, votre fils épouse une certaine Nathalie Bertiglia. Oui, monsieur. Oui. Car c'est le nom qu'elle m'a donné quand... oui. Qu'elle vous a donné? Oui. Donc, ils se sont mariés en 2 temps. Ils ont fait une cérémonie à la mairie une journée, et 2-3 jours après, on est allé à l'église. Et le jour de la mairie, donc on va au mariage, hein, et j'apprends, le maire me dit devant moi, Nathalie Bensoussan. Et moi, je regarde mon mari, et je m'assois, parce que vraiment, j'étais... Pour moi, elle s'appelait Bertiglia. J'étais un peu surprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand est-ce que vous apprenez qu'il y a du tangage dans ce couple? Je vois que ça se dégrade au mois d'avril. Au mois d'avril 92, quand la mère de Nathalie Bensoussan m'appelle pour me prévenir que Nathalie est partie. Là, vraiment, je me suis... Mais avant, Christophe me disait pas grand-chose. Nathalie vient donc, le lendemain de la disparition de son mari, alerter les gendarmes et lancer ce qu'on appelle une recherche dans l'intérêt des familles. C'est-à-dire qu'on inscrit le nom de Christophe Lescrill dans un fichier qui recense les adultes disparus. Et voilà ce qu'elle raconte, c'est consigné dans ce procès-verbal. Elle dit qu'elle est bien passée à son domicile familial ce soir-là, à 20h15, qu'elle a discuté calmement avec son mari, dont elle était séparée. Quand, vers 22h, elle a voulu s'occuper de sa fille qui pleurait, le ton est monté. Et voilà ce qu'elle dit très exactement aux gendarmes. « J'ai voulu reprendre ma fille pour la calmer, mais Christophe est devenu violent. Je me suis réfugié dans la chambre de la petite.
Après quoi, il est remonté, il m'a saisi au niveau du cou, je me suis enfui à l'extérieur et je suis reparti en voiture avec ma fille. J'ai aperçu Christophe qui s'élançait à ma poursuite dans le rétroviseur de mon véhicule. Voilà ce que Nathalie raconte aux gendarmes. Elle semble prête à tout faire pour retrouver son mari. Avec sa mère, Patricia, elle multiplie les interviews dans les journaux et distribue sans compter des photos du couple et de leur enfant. La presse à scandale s'en délecte. Nathalie est revenue s'installer dans le pavillon conjugal. Et c'est un défilé permanent de journalistes. Elle leur raconte sa dispute avec Christophe, mais dès qu'elle entre dans les détails, elle s'embrouille. Elle nous raconte qu'il l'a poursuivie dans la maison, qu'il l'a menacée, qu'elle avait vraiment très très peur et que donc elle a décidé de s'enfermer dans la cuisine. Elle me dit, je me suis enfermée à clé dans la cuisine parce que j'avais vraiment, vraiment très peur pour moi. Et on était justement installés dans la cuisine, en train de boire un thé quand elle me raconte ça. Et donc mes yeux sont machinalement allés vers la porte de la cuisine. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de clenche, que donc elle n'avait pas pu s'enfermer à clé. Et à ce moment-là, je comprends qu'elle ment, que tout ce qu'elle a raconté est faux. Pourquoi Nathalie ment-elle? L'envie d'en rajouter? La journaliste trouve en tout cas son comportement très surprenant. Et elle a demandé à poser avec une photo de Christophe. Et elle m'a dit cette chose très étrange, elle m'a dit à la mémoire de Christophe. Alors, bon, on était quand même sur quelqu'un qui cherchait son mari disparu, et là, tout d'un coup, c'était vraiment, vraiment étrange. Et elle va chercher la seule photo où, en fait, il a le visage complètement torturé, et elle a choisi cette photo-là entre 10. Les jours passent, sans nouvelles de Christophe. Une semaine après sa disparition, Nathalie envoie une lettre recommandée au procureur de la République. Elle se dit angoissée. Et sa fille, écrit-elle, est très perturbée. Elle implore le magistrat de mettre tout en œuvre pour le rechercher. Elle continue sa tournée des médias. Fin janvier, sa mère contacte l'émission de TF1, Perdue de vue. Les deux femmes sont reçues par un journaliste de la rédaction. Nathalie est arrivée dans une robe rouge assez courte, presque dans la séduction, comme une manière de dire prenez mon dossier parce qu'il faut qu'on le retrouve vite. Donc, s'il faut vous sourire, vous charmer presque d'une certaine manière, et charmer la caméra, eh ben je le ferai parce qu'il faut lancer cet appel au plus vite. Le journaliste pose des questions précises sur le déroulement de la soirée du 5 janvier. Et à nouveau, les réponses de Nathalie sont floues. Elle se contredit plusieurs fois. On bute sur des détails avec elle. On a des vrais problèmes. Je me souviens d'abord qu'on avait des problèmes d'horaire. Parce qu'elle met la disparition, à mon souvenir, à 00h30. Or, sa mère qui était là, Patricia, commence à lui dire « Mais non, tu sais, c'est 11h30, moi-même j'ai dû arriver à minuit ce soir-là. » Elle chassait le problème en disant « Oui, mais vous savez, ça me perturbe beaucoup, il est possible que je ne sois pas tout à fait précise, etc. » Donc on était coincés parce qu'elle donnait des éléments contradictoires. Face à ces incohérences, le présentateur Jacques Pradel décide de retarder la diffusion de cet avis de recherche. Les journalistes doutent du témoignage de Nathalie, les gendarmes aussi. Ils conseillent donc à Perdue de vue de ne pas diffuser l'émission consacrée à la disparition du jockey. Et pour tout dire, à ce moment-là, ils commencent à soupçonner Nathalie Le Skrill. Ils la soupçonnent d'avoir assassiné son mari. Et c'est donc un corps qu'ils recherchent dans les bois autour du pavillon et sur les berges de l'Oise. Ils interrogent aussi l'entourage du jockey. Et personne ne croit à la thèse de la fugue ou du suicide. Sauf justement sa femme et sa belle-mère, qui le trouvaient très déprimé depuis sa séparation. La belle-mère de Christophe raconte qu'un jour, elle l'avait vu avec une arme. Elle expliquera que peut-être, éventuellement, ce jour-là, il avait essayé de tenter de mettre fin à ses jours. Mais les amis de Christophe ne croient pas au suicide. Car depuis l'été, le jockey avait une nouvelle compagne, Corinne. Il semblait heureux, et puis ça ne colle pas avec sa personnalité.
Christophe ne serait jamais parti en laissant sa fille. Donc c'est pour ça que quand il a disparu, pour nous, c'était pas une fuite ou une fugue ou peu importe les hypothèses qui avaient pu être amenées, puisque quoi qu'il arrive, il n'aurait pas laissé sa fille. Clairement, tous soupçonnent Nathalie de l'avoir fait disparaître. Corinne, la nouvelle compagne du jockey, confie même un dossier de 49 pages au procureur, dans lequel elle met directement en cause la femme de Christophe. Elle y raconte en détail leur séparation tumultueuse et les coups de fil apeurés de Christophe juste avant de disparaître. La presse commence à relayer le doute des amis de Christophe Le Skrill. La disparition du jockey Christophe Le Skrill reste toujours inexpliquée. Je pense que c'était un garçon très correct. Je pense qu'il m'aurait donné des nouvelles. Il aurait certainement donné des nouvelles à sa mère qu'il adore. Et donc je suis très très inquiet et très pessimiste. La rumeur dans la Morlaix a commencé à gonfler. Tout le monde en a parlé. Et moi j'ai dit, il est mort et Nathalie l'a tué. S'il était arrivé quelque chose à Christophe, c'était forcément quelque chose qui venait de Nathalie. Donc, ou Nathalie qui avait commis quelque chose, ou Nathalie qui avait commandité quelque chose. 3 semaines après la dispute, tout le monde semble penser que Christophe est mort et qu'il a été assassiné. Madame Le Skrill, 3 semaines après la disparition de Christophe, tout le monde semble penser que votre belle-fille Nathalie a tué ou fait tuer votre fils. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez à ce moment-là? Bien sûr, monsieur. Mais moi, je l'ai pensé bien avant. Quelquefois, le mardi soir, en venant récupérer ma petite fille, on venait souper avec Christophe, chez lui, à la Morlaix. Et il est arrivé une fois, je me souviens bien, peut-être qu'il y a eu d'autres fois, mais je ne m'en souviens plus, que nous, on prenait notre repas dans la cuisine avec mon mari, mon fils, Christophe et la petite. Et Nathalie Benson est arrivée, mais vraiment comme une furie dans la maison. Même mon mari m'a dit, moi j'ai eu peur qu'elle prenne un couteau, parce qu'elle allait du côté de la cuisine ou de l'évier, et elle était vraiment très impulsive, très... Colérique. Très colérique, très colérique. Vous sentiez chez elle une femme au bord de l'explosion, en fait. Exactement, exactement. Les gendarmes sont de plus en plus intrigués par ce couple, alors ils décident de plonger dans son intimité. Et ils vont découvrir que le crack des hippodromes, à la maison, ne portait pas vraiment la culotte. C'est à la naissance du bébé que tout bascule. Nathalie déprime. Elle se dit délaissée par Christophe. Elle, jusque-là si présente dans la carrière de son mari, se sent cantonnée à la maison. Alors 2 mois après l'accouchement, au meeting de Deauville par exemple, Nathalie se met à sortir en boîte de nuit pendant que son mari garde la petite. Et Nathalie enchaîne les amants. À l'époque, j'étais marié à une femme qui avait 2 grands garçons, donc qui sortaient un petit peu en boîte. Et les mômes, à midi, me disaient « Bah oui, on a vu Nathalie avec des mecs et tout, en boîte, aux planches. » On la voyait régulièrement en boîte de nuit, donc pour une mère, c'était un peu choquant, puisqu'une mère d'un bébé de bas âge, c'était assez choquant. Dans le milieu hippique, Nathalie a depuis longtemps une réputation de femme facile et volage. Tout le monde le sait. Christophe, lui, semble avoir des œillères. Tous ceux qui la connaissaient disaient qu'ils avaient eu malheureusement une aventure avec elle. Donc, plein de jockeys, jeunes jockeys, je ne vais pas dire s'en vantaient, mais on le savait, on parle entre nous. Christophe, c'était devenu un pauvre garçon, quoi, qui se faisait avoir par sa femme et qui disait jamais rien et qui avait l'air d'être content comme ça. Il voyait rien. Il voyait rien. On pouvait lui dire du mal de sa femme, oui, il l'aimait, point. Il aimait sa gosse, point. Il voulait rien voir, rien entendre. Puis voilà. Nathalie aurait sans doute préféré que Christophe lui fasse des reproches au sujet de ses amants. Mais rien. Il semble ne s'intéresser qu'à sa petite fille. Et quand il se fâche, c'est surtout pour lui reprocher son absence et ses dépenses excessives. En mai 93, le couple va vraiment mal. Nathalie tente une première fois de se suicider en se taillant les veines. Quelques jours plus tard, elle avale une forte quantité de médicaments.
La mère de Christophe l'a fait admettre en urgence à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où elle travaille. Nathalie y reste 4 jours. Elle aurait eu besoin à ce moment-là d'être très entourée par sa famille, par son mari. Elle était dans une espèce de fuite en avant pour exister dans le regard des autres, pour se rassurer. Elle avait tout le temps besoin d'être rassurée. Et c'est vrai que ces tentatives de suicide sont restées un peu vaines parce que elle s'attendait à ce moment-là à avoir des gens autour d'elle, et ce qu'elle n'a pas eu. À sa sortie d'hôpital, Nathalie quitte la maison et s'installe chez des amis à plus de 15 km dans un poney club de Neuilly-en-Thelle, sans amener sa fille. Elle y est nourrie, blanchie. En échange, elle aide le couple à faire fonctionner le centre équestre. Sa mère ne trouve pas ça normal. Elle va habiter chez son gendre pour l'aider à s'occuper de sa petite fille. C'est à ce moment-là, au cours d'une dispute, que Nathalie apprend à Christophe qu'il n'est peut-être pas le père du bébé. Elle lui dresse la liste de ses amants. Christophe, il est arrivé sur le champ de course, il m'a dit tiens, il faut qu'on parle. On est parti dans un coin tranquille. Il m'a dit voilà, Nathalie, hier soir, m'a balancé qu'elle couchait avec un tel. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu peux me confirmer? Donc sur certains, j'étais au courant, donc je lui ai confirmé, quoi. Donc c'est Nathalie qui lui a dit méchamment tout ce qu'elle faisait et que lui avait pas vu, quoi. Christophe est effondré. Il voudrait faire un test de paternité, mais il a peur qu'un résultat négatif ne l'empêche d'obtenir la garde de l'enfant. Il tient trop à sa fille. Il a dit pour moi c'est ma fille, ça sera ma fille. Je ne saurais pas de savoir si elle est d'un tel ou d'un tel. Pour moi c'est la mienne, je suis sûr que c'est la mienne et je vais continuer à élever ma fille. Voilà. Christophe est bien décidé à divorcer. Début juin 1993, il dépose une main courante à la gendarmerie de Chantilly pour signaler l'abandon par sa femme du domicile conjugal. Il prend un avocat et demande des attestations d'adultère à ses anciens amants. Il monte un dossier pour obtenir la garde de la petite. La propre mère de Nathalie témoigne en sa faveur. Nathalie le vit comme un nouveau rejet. Elle avait eu le sentiment que sa mère avait pris parti, que sa mère s'occupait de son foyer à elle. Alors c'est vrai qu'elle n'y était plus, mais elle prenait ça un petit peu comme une trahison. Ça c'est sûr. Donc à ce moment-là, je crois qu'elle perd pied, Nathalie. Elle perd totalement pied parce que tout le monde l'abandonne. 3 mois après leur séparation, Christophe rencontre Corinne. À ses côtés, le jockey retrouve le sourire. Il m'avait dit, écoute, là je me sens revivre, j'ai jamais vécu quelque chose comme là je vis avec Corinne. Il n'y a pas de faux semblants, on se dit tout. Autant on peut rigoler que parler sérieusement. Ça, j'ai pas connu avec Nathalie, puisque c'était beaucoup de paraître, beaucoup de non-dits finalement. Mais l'irruption de Corinne dans la vie de Christophe envenime les relations avec Nathalie. Fin septembre, elle passe à l'improviste à la maison et s'énerve de ne pas y trouver sa fille. Elle entre dans une rage folle et se met à tout dévaster. Et elle frappe violemment Christophe avec une poignée de porte. Elle lui casse le nez. Christophe demande un certificat médical à la clinique des jockeys. Il obtient 3 jours d'incapacité de travail et dépose une main courante pour coups et blessures. Sur les champs de course, il essaye de dissimuler ses plaies, mais son habilleur les remarque. Il a enlevé son pull. Et c'est là que j'ai vu les dégâts. Alors je l'ai pris comme ça. Et je lui ai dit, attends, explique-moi, qu'est-ce qui t'arrive là? Parce que je sais faire la différence entre quelqu'un qui se fait griffer dans le dos, hein, et puis il avait une atteinte là, il était greffé là, comme ça, en travers, et puis 2-3 balafres tout le long du corps. Ça, il n'y a qu'une femme qui a des ongles longs qui puisse faire une chose pareille. Car Nathalie l'aurait frappé à plusieurs reprises durant cette période. Ses collègues ont souvent vu son corps couvert de bleu ou de griffures. On s'habillait ensemble dans le vestiaire, on était l'un à côté de l'autre, donc on se déshabillait l'un à côté de l'autre. Donc de temps en temps, je voyais des traces et à chaque fois je lui disais mais tiens, qu'est-ce que tu t'es fait? Oh là là,
C'est en bricolant, c'est dans la maison. Il se cachait derrière un objet, une porte, un truc. Madame Le Scril, est-ce que vous saviez que votre belle-fille, Nathalie, était une femme volage, comme on dit, qu'elle avait des amants? Oui. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un sur le faciès qu'elle avait sur les terrains de course, elle avait tout à fait le style. Hein. Mais elle aurait pu changer. Est-ce que vous saviez que Nathalie battait votre fils? Je l'ai su une fois, en septembre, oui. Christophe est venu me voir à l'hôpital. Et il avait des coups, il me les a montrés. C'est la seule fois qu'il me l'a dit. Voilà. Moi, je lui ai dit, quand un fils dit ça à sa maman, elle est un peu colère. Donc, je lui ai même dit que moi, j'allais la tuer. Mais vous savez, quand j'ai vu qu'elle le frappait, mais je sais pas, dans ma colère, je lui ai dit, mais moi, si elle te fait encore du mal, je la tuerai. Mais comment est-ce qu'il peut accepter d'être battu par sa femme? Il est petit, hein, votre fils? Il est petit. Mais costaud, quand même. C'est un jockey professionnel. Oui, mais il aurait pu se défendre. Mais lui, c'était... la principale préoccupation, c'était de garder la petite. Donc, ne pas se montrer faible. Peut-être se montrer faible, mais ne pas rétorquer ce qu'elle lui faisait. Ne pas répondre à ce qu'elle lui faisait. Ça doit être pénible pour une maman de voir comme ça son fils se dégrader face à sa femme, perdre du terrain, lâcher prise. Il ne me le disait pas. Il me le disait pas. Vous le sentiez? Oui. Les gendarmes ont accumulé suffisamment d'éléments pour que le procureur décide d'ouvrir une information pour homicide volontaire. On ne cherche plus le jockey, on cherche son corps. Les gendarmes se penchent alors sur les comptes bancaires du jockey. Aucun retrait, aucune dépense depuis sa disparition. Ils cherchent aussi à savoir s'il avait des ennemis. Après tout, le milieu des courses brasse beaucoup d'argent, beaucoup de rancœur. Mais là, non plus, ils ne trouvent rien. On a trouvé que des gens qui nous parlaient de Christophe en bien, qui nous parlaient de Christophe comme un bon ami, une bonne relation, un bon copain, que ce soit dans son milieu familial ou professionnel, on ne lui a trouvé aucun ennemi. Tous les soupçons convergent donc vers sa femme. Le juge décide de placer sur écoute les principaux protagonistes de l'affaire. Les amis qui hébergeaient Nathalie, la mère de Christophe, sa belle-mère, Corinne, et bien sûr Nathalie, qui depuis la disparition de Christophe est revenue s'installer au domicile conjugal. Mais les écoutes ne donnent rien. Juste de quoi étayer un peu plus l'impression que Nathalie joue la comédie. On s'est très vite aperçu que Nathalie Le Scril n'avait pas le même comportement au téléphone qu'elle l'avait avec nous. Avec nous, elle était beaucoup plus... Elle se sentait... elle semblait abattue, elle semblait à la recherche vraiment de son mari. Alors que dans les conversations téléphoniques, on n'en parlait pratiquement pas. On pouvait, nous, en déduire qu'elle se faisait pas énormément de soucis ou que de toute façon, elle savait ce qui lui était arrivé. Les gendarmes continuent de chercher le corps du jockey. Pendant plusieurs jours, les chiens vont une fois de plus ratisser les bois alentours. En vain. Il y a à Lamorlaye des hectares et des hectares de forêt. C'est un travail de titan. L'idéal, évidemment, serait que Nathalie avoue où elle a planqué le corps. On savait qu'on avait affaire à quelqu'un de très fort, quelqu'un de très costaud, qui nous avait déjà donné plusieurs versions. Et on était convaincus que sans éléments, Nathalie Le Scril aurait maintenu sa version, l'aurait peut-être un peu modifiée comme elle avait déjà fait, mais elle ne serait jamais venue aux aveux. Martine Pernollet, vous êtes la juge d'instruction qui va instruire ce dossier pour homicide volontaire, alors qu'il a disparu, ce garçon. Cette décision, qui est peut-être surprenante, c'est vrai, est prise pour 3 raisons de fond. La première, c'est que Christophe Le Scril a disparu dans des conditions suspectes alors qu'il se disputait avec son épouse Nathalie Le Scril, dont il était séparé depuis 7 à 8 mois. Deuxième raison, c'est la personnalité de Nathalie Le Scril qui...
on va l'apprendre très rapidement, a déjà frappé son mari. Il y a une procédure à la gendarmerie qui existe déjà avec un certificat médical. Troisième raison, c'est qu'on ne peut imaginer que Christophe Le Scril soit parti de lui-même pour mener une autre vie, alors qu'il laisse derrière lui une enfant de 18 ou 19 mois. Beaucoup d'éléments convergent vers Nathalie Le Scril au départ, mais on ne sait pas si c'est vraiment elle ou si elle, toute seule, aurait commis ces faits. Pourquoi ne pas la cibler, la placer en garde à vue, perquisitionner son appartement ? Parce que lorsque l'on place quelqu'un en garde à vue, il faut préparer cette garde à vue. Donc il faut pouvoir recueillir auparavant soit des témoignages, des confidences ou des éléments matériels pour pouvoir poser des questions précises, acérées au gardé à vue et aussi éventuellement le mettre ou la mettre devant des contradictions. Donc c'est pour cela que je ne décide pas de procéder à sa garde à vue immédiate. Pendant qu'on cherche le corps de son mari, Nathalie continue de donner des interviews. Et bientôt, des rumeurs circulent dans la ville. On aurait retrouvé le jockey poignardé à Saint-Germain-en-Laye ou encore à Auteuil. Des gens appelaient aussi bien les offices de presse que la gendarmerie pour dire on a vu Christophe Le Scril à tel endroit, on a vu Christophe Le Scril à tel endroit. Et donc les vérifications faites rapidement permettaient d'éliminer cette piste. D'autres avaient fait penser également que le corps avait été découvert mais que nous ne l'avions pas diffusé. Donc nous avions peur surtout de perdre un élément ou un indice important pour pouvoir poursuivre notre enquête et découvrir réellement le corps de Christophe Le Scril. Les gendarmes perdent un temps précieux à vérifier et démentir ces fausses pistes. Ils réinterrogent un à un les différents témoins. 1 mois après la disparition du jockey, l'instruction n'a toujours pas apporté d'éléments déterminants. L'enquête fait du surplace. Et puis 1 mois après la disparition de Christophe, un ami de Nathalie se présente spontanément à la gendarmerie. Il veut se débarrasser d'un secret trop lourd à porter. C'est le 7 février, en fin d'après-midi, que cet homme sonne à la gendarmerie de Chantilly. Il n'est pas un proche de Nathalie, juste une connaissance. Sa fille monte à cheval dans le poney club où elle travaille. Il est venu parler de son étrange comportement le lendemain de la disparition de Christophe. Là, il nous dit, sont ces termes, je peux plus vivre avec ça, je vais vous le dire. En fait, le lendemain de la disparition de Le Scril, il a été contacté par Nathalie Le Scril, qui lui a demandé de l'emmener dans un bois. Elle lui explique qu'elle a vraiment besoin de prendre l'air. Alors elle lui demande de l'emmener dans un bois, celui de Villers-sous-Saint-Leu, à 10 km de chez elle. À l'orée du bois, Nathalie lui a demandé de s'arrêter. Et elle est rentrée seule dans ce bois. Et là, dit-il, Nathalie se met à courir pendant que lui l'attend dans la voiture. Elle en est revenue environ un quart d'heure plus tard, en transpiration, le visage, là encore sont ces termes, le visage décomposé, en disant à ce témoin on s'en va, vite, dépêche-toi, il y a des gens qui veulent m'attraper. Il l'a pris pour une folle, parce qu'il n'y avait personne derrière, et puis bon, ils sont repartis tout simplement. Et avant de se quitter, Nathalie lui a demandé tu ne parles de ça à personne. Et ça intéresse bougrement les gendarmes, car l'incident est survenu le lendemain de la dispute, très tôt le matin. Et ce serait l'endroit idéal pour dissimuler un corps. Les gendarmes vont tout de suite sur place. Et en contrebas du chemin, ils découvrent, sous le feuillage, un corps, torse nu, face contre terre. C'est à cet endroit-là qu'on a découvert un cadavre qui présentait au départ toutes les caractéristiques de Christophe Le Scril, notamment sur la tenue vestimentaire, puisqu'il était vêtu d'un jogging mauve, comme nous l'a décrit notamment Nathalie puis les témoins lors de sa disparition. Il avait la taille du jockey, un peu moins d'un mètre 60. Il était brun, de race blanche. Il avait toutes les caractéristiques de Christophe Le Scril. Le cadavre est très reconnaissable. Il a fait très froid depuis un mois, il n'est pas encore trop décomposé. Il a une blessure,
au niveau du cou. Mais ce qui nous a frappé, c'est la présence d'un lien vert noué autour du cou, noué assez fort, très serré, ce qui nous laissait supposer que le corps découvert là sur place avait été étranglé avant d'être déposé dans le bois. Les gendarmes préviennent rapidement la juge d'instruction qui décide de les rejoindre sur place. Martine Pernollet, en tant que juge d'instruction, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe lorsque vous allez sur les lieux de la découverte du corps de Christophe Lescril? Vous pouvez nous décrire la scène? Il fait nuit, il y a une légère bruine. Les techniciens d'investigation criminelle de la gendarmerie vont m'indiquer immédiatement que compte tenu des conditions atmosphériques et de la nuit, il leur sera difficile de procéder aux opérations habituelles et constatations que l'on fait lorsque l'on relève un corps comme celui-ci. Donc je prends la décision de geler les lieux toute la nuit et des gendarmes vont rester là, sur les lieux et près du corps toute la nuit en attendant que le jour se lève pour que les techniciens d'investigation criminelle puissent commencer donc leurs opérations. La découverte du corps, comme vous l'aviez suggéré, entraîne des interpellations. C'est à partir de maintenant, c'est un homicide. Vous ne vous étiez pas trompé, vous et le procureur de la République, et vous allez pouvoir entendre des gens. Alors qui ? Nous allons entendre Nathalie Lescril, sa mère, le couple qui l'hébergeait depuis 7 ou 8 mois où elle était séparée de son mari, le fils de ce couple, âgé de 14 ans, avec lequel elle entretient des relations sexuelles régulières depuis 7 ou 8 mois. Vous le saviez ça, à ce moment-là? Oui, tout à fait. C'est pour cela que ces personnes ont été choisies. Ils étaient proches de Nathalie Lescril à différents titres et ils auraient pu donc l'aider soit dans la commission des faits, soit après ceci pour mieux les cacher. 20h. Début de l'interrogatoire de Nathalie à la gendarmerie de Chantilly. Les 5 autres gardés à vue sont entendus au même moment dans d'autres pièces. Nathalie ne sait pas qu'on vient de retrouver le corps. Une fois de plus, elle raconte qu'elle a vu Christophe dans le rétroviseur, courant, derrière la voiture. Ce qui aurait peut-être pu nous déstabiliser un peu, d'ailleurs, nous, c'est qu'on ne la sentait pas du tout ni gênée, ni inquiète. Elle nous donnait sa version et elle parlait tout à fait normalement, comme une audition de témoin, comme la première audition le lendemain des faits. Elle nous demandait régulièrement est-ce que vous l'avez retrouvé, vous savez où il se trouve. Elle parlait de lui au présent, comme s'il était encore là, comme s'il allait revenir, quoi. Et ça, c'était assez impressionnant. Les gendarmes ne croient pas un mot de ce qu'elle raconte. Et ce qu'ils veulent, ce sont des aveux. Mais quand ils élèvent la voix, elle semble se refermer, alors ils changent de méthode. C'est vrai que c'est une femme qui aime être mise en valeur, qui aime qu'on s'intéresse à elle. On rentre dans son jeu, on s'intéresse à elle, on ne pose pas que des questions uniquement sur les faits, on pose énormément de questions, ce qui fait qu'elle se confie beaucoup plus facilement. Mais elle ne cède pas pour autant. Alors les gendarmes commencent à lâcher des billes et à lui raconter ce que leur a dit le témoin au sujet du bois de Villers-sous-Saint-Leu. Et là, bon, elle s'est mise à crier, devenant pratiquement hystérique. C'était pas vrai, c'était pas possible. Mais ce premier coup l'avait déstabilisé, mais pas assez pour pouvoir nous permettre d'obtenir des aveux plus complets. Nous avons poursuivi par lui dire qu'on avait découvert le corps. Il a fallu lui dire où il se trouvait, de façon à ce qu'elle puisse bien vérifier qu'on racontait pas n'importe quoi, qu'on avait effectivement été sur les lieux, qu'on avait effectivement retrouvé le corps. Et là, de nouveau, tout le monde mentait, c'était pas bon, elle n'y était pour rien. Nathalie demande à réfléchir. Longtemps. Vers 4h du matin, elle se dit prête à dire la vérité. Oui, elle a menti. C'est bien elle qui a fait disparaître son mari. Elle l'a étranglé. De ses propres mains.
Et calmement, elle revient sur la chronologie du drame. Ce soir-là, dit-elle, elle a voulu se réconcilier avec son mari. Mais Christophe n'a pas voulu. Il voulait le divorce et la garde de la petite. C'est là qu'il a appelé les gendarmes la première fois pour la faire partir. Ça n'a fait qu'envenimer les choses. Ça a dégénéré. Le bébé s'est mis à pleurer, elle a voulu s'en occuper. Lui, il l'a empêché en lui disant que depuis 7 mois, elle s'en occupait pas. Donc, c'était pas maintenant pour une soirée qu'elle voulait, qu'elle pourrait s'en occuper. Donc, il fallait laisser le bébé pleurer, qui appelait, elle le dit elle-même, il appelait papa, il appelait pas maman, le bébé. Donc, il appelait vraiment son père. Les injures fusent. Nathalie va se calmer dans la salle de bain. À ce moment-là, dit-elle, Christophe tente de l'étrangler avec la ceinture d'un peignoir. Elle serait parvenue à s'échapper. Là, Christophe rejoint Nathalie en lui disant faut que tu partes maintenant, les gendarmes arrivent de toute façon. Nathalie lui répond personne ne me délogera de chez moi. Christophe redescend alors l'escalier avec la ceinture de peignoir sur les épaules. Nathalie le voit s'éloigner. Elle entre dans une rage folle, destructrice. Là, Nathalie attrape la ceinture qu'il a encore autour du cou, attrape la ceinture, tire un coup sec sur la ceinture, ce qui a pour effet de déséquilibrer Christophe, qui tombe sur le carrelage en bas de l'escalier. Elle serre la ceinture qu'il a toujours autour du cou, elle fait 2 nœuds en serrant très fort. Et d'ailleurs, à ce moment-là, elle déclare qu'à un moment, elle croit apercevoir un filet de sang qui sort de la bouche de Christophe. Elle raconte cela en donnant énormément de détails. Elle raconte son histoire comme un comédien pourrait le faire. Elle allait presque à mimer les différents mouvements sans vraiment se rendre compte de la gravité de ce qu'elle refaisait devant nous. Christophe gît, inanimé, sur le carrelage. Nathalie sait que les gendarmes ne vont plus tarder. Alors elle prend sa petite fille, elle l'installe sur le siège conducteur de sa voiture. Elle tire ensuite le corps de Christophe par les aisselles et le place côté passager, tête en bas, jambes en l'air, sous les yeux de l'enfant. Ensuite, elle démarre, avec la petite sur les genoux. Elle roule sur une dizaine de kilomètres jusqu'au bois de Villers-sous-Saint-Leu. Elle bascule le corps à l'extérieur. Elle essaie de le tirer d'abord par les aisselles, mais se retrouve avec le t-shirt qu'il portait dans les mains. Elle le prend donc par les pieds. En le tirant, là, une chaussure s'en va. Machinalement, elle enlève l'autre. Et elle traîne le corps de Christophe sur une dizaine de mètres à peu près, à l'intérieur du bois. Là, elle le recouvre de quelques brindilles, quelques feuilles et d'une branche. Puis elle repart, en direction de Lamorlaye, avec la fillette à plat ventre, sur la banquette arrière. Sur la route, elle prend en stop un jeune cyclomotoriste en panne. Le cyclomotoriste qui sera entendu par la suite déclarera qu'elle fumait cigarette sur cigarette, mais qu'elle n'était pas du tout dans un état anormal. Et ils ont eu une discussion sans que rien ne puisse transparaître sur ce qu'elle venait de faire. L'autostoppeur racontera aussi que la petite répétait sans cesse « Papa, papa !» Après l'avoir déposée, Nathalie s'arrête devant une poubelle. Elle y jette les chaussures et le t-shirt de Christophe. Un peu plus tard, elle s'arrête dans une station-service de Chantilly. Elle fait le plein et lave la voiture. Elle remarque une tache de sang sur le tapis de sol qu'elle nettoie avec l'eau d'une flaque avant de rentrer chez elle. À quelques détails près, Nathalie va maintenir cette version pendant les 48 heures de sa garde à vue. Madame Pernollet, Nathalie Lescril vient d'avouer devant les gendarmes. Logiquement, elle vous est ensuite présentée, puisque vous êtes la juge d'instruction qui dirige cette enquête. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle va réitérer très simplement et très calmement tous les aveux qu'elle avait formulés devant les gendarmes, en ajoutant un élément de plus, à savoir que lorsqu'elle a déposé le corps de son mari dans le bois de Saint-Michel, avant de partir,
elle a mis une branche près de la tête du corps de la victime. Et effectivement, cette branche, on la retrouvera sur les lieux de découverte du corps. Ce qui veut dire qu'elle vous semble crédible? Elle me semble tout à fait crédible, c'est-à-dire que elle me fait un récit cohérent et même pour le transport du corps, on voit bien qu'elle y est allée, que c'est bien. Elle me donne des indications que nous-mêmes nous avons constatées lorsque nous avons découvert le corps. Est-ce que ça vous fait penser que peut-être finalement elle était seule ce jour-là, seule à tuer, seule à transporter? J'ai toujours quand même cette question dans la tête, cette interrogation, surtout pour le transport du corps. Comment une femme peut toute seule? Comment une femme, petite, puisque Nathalie Le Scril a une formation de cavalière, de jockey d'entraînement, comment une femme si petite peut transporter un homme? Dominique Rizet, on voit bien que la juge d'instruction a des doutes. Elle pense que peut-être Nathalie Le Scril a pu tuer son mari avec l'aide de quelqu'un ou le transporter avec l'aide de quelqu'un. Est-ce que le rapport d'autopsie permet d'y voir plus clair? Non. Le rapport d'autopsie répond à beaucoup de questions, mais pas à celle-ci. Donc, on sait que le corps de Christophe Le Scril, eh bien, il a séjourné 1 mois dans le sous-bois où on le retrouve, que la mort remonte sans doute au soir même de sa disparition. D'accord ? Pardon pour le détail, mais les experts disent que c'est un cadavre d'hiver, donc même s'il y a un état de putréfaction au bout d'1 mois, celui-ci est quand même relativement bien conservé. Ça va donc permettre de travailler. L'origine de la mort, elle est rapidement établie. Le jockey a un ruban vert noué autour du cou. On pense qu'il a été étranglé, a priori, et c'est bien ça. L'autopsie va également nous apprendre qu'il a été frappé. Il porte une trace au niveau de l'œil gauche, un hématome. On lui rase le cuir chevelu, donc point de passage forcé d'une autopsie. On redécouvre des hématomes sous les cheveux, d'accord ? Hématomes dont on ne connaîtra jamais vraiment la provenance, puisque Mme Le Scril ne s'en expliquera pas. Il a également une blessure à la main droite, partie supérieure de la main droite, et au doigt. Alors ça, ce sont sans doute des lésions de défense. On pense qu'il s'est défendu, qu'il a mis sa main devant lui. En tout cas, la grande question, c'est comment Nathalie Le Scril, qui est une toute petite bonne femme, a pu tuer Christophe Le Scril, qui n'est pas très grand non plus, mais qui est un sportif. Comment est-ce qu'une femme a pu tuer un homme dans des conditions qui sont quand même assez violentes, comme le montre l'autopsie? Les gendarmes se demandent si Nathalie a vraiment agi seule. Elle était plus petite que son mari, et Christophe était tout de même un athlète. Ils enquêtent sur une éventuelle complicité pour transporter et cacher le corps. Dans le collimateur, les parents de Nathalie, très présents à ses côtés depuis la disparition de Christophe. Le père est conseiller juridique. Il est toujours en déplacement entre la France et le Venezuela. Et les gendarmes découvrent qu'il a un casier judiciaire chargé. Abus de confiance, fraude fiscale, usage de faux et même agression sexuelle. Le père de Nathalie a déjà été condamné 8 fois. Il fait d'ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt. Nous sommes aperçus que c'était une personne qui était recherchée par la justice française pour une agression sexuelle pour laquelle il avait une peine de prison à purger. Nous avons pu l'interpeller et ensuite il était remis au service compétent pour être écroué et purger la peine qu'il devait subir. Le père de Nathalie est alors incarcéré à la prison de la Santé. Mais ce passé agité ne prouve pas qu'il a participé au meurtre de son gendre Christophe. Et son placement en garde à vue ne permettra pas de le démontrer. La mère maintenant. Elle s'est montrée très proche de sa fille ces dernières semaines. Les gendarmes apprennent que son vrai prénom est en fait Micheline, mais qu'elle préfère se faire appeler Patricia. Elle aussi a une vie plutôt marginale. Elle n'a apparemment ni habitation fixe, ni emploi, mais continue de mener grand train. Seulement voilà, le soir du crime, elle avait un alibi en béton. Elle dînait à Paris avec le directeur d'un théâtre et plusieurs de ses amis. Les gendarmes ont beau chercher, pas de traces d'un complice.
C'est la reconstitution le 4 mai qui va définitivement enterrer leurs doutes. Ils présentent à Nathalie un mannequin de 50 kilos, le poids de Christophe. Et la surprise, malgré son tout petit gabarit, Nathalie parvient à le soulever très facilement. Elle a gardé ses muscles de cavalière. Sans aucun problème, elle a réussi à sortir le mannequin du véhicule. Sans aucun problème, elle l'a emmené à l'intérieur du bois. D'ailleurs, au moment où elle réitérait ses gestes, la chaussure qui était partie au moment des faits, la chaussure du mannequin s'est enlevée au même moment. Nathalie reproduit exactement les gestes qu'elle avait décrits aux gendarmes. Elle n'a aucune hésitation, ce qui confirme qu'elle a agi seule. Il n'y avait pas du tout de temps d'attente, les gestes étaient réguliers, violents, mais réguliers, et sans qu'il transparaisse grand-chose sur son visage. On peut parler d'une démonstration plus que d'une reconstitution. Nathalie est mise en examen pour homicide volontaire et écrouée à la maison d'arrêt de Beauvais. Elle a avoué. Et pourtant, l'instruction va encore traîner 2 ans. Car l'accusée apporte régulièrement des révélations nouvelles. Par exemple, elle est formelle. Christophe respirait encore quand elle l'a laissé dans les bois. Quelqu'un est sûrement passé après elle et l'a achevé pour lui vider les poches. D'ailleurs, dit-elle, une fourgonnette blanche rôdait dans les parages. Les investigations ont été menées sur les gens qui fréquentaient ce secteur, s'ils avaient une camionnette blanche, qui pouvaient être là à cet instant, sachant que ce bois se terminait par un cul-de-sac, donc seuls des gens qui connaissaient pouvaient s'y rendre. Donc ça nous a donné des investigations à chaque fois supplémentaires pour démontrer qu'il a inventé une nouvelle version. L'autopsie vient aussi contredire Nathalie. La mort de Christophe a été rapide. Il était déjà mort quand elle l'a déposé dans les bois. Ses nouveaux avocats lui conseillent donc de reconnaître qu'elle a tué son mari. Est-ce qu'elle essayait de se convaincre qu'elle ne l'avait pas tué ou est-ce qu'elle essayait de minimiser? Ça, c'est très difficile à dire. La seule chose, c'est que nous, en tant que professionnels, on lui a dit, écoutez, voilà, vous ne pouvez pas continuer sur cette défense-là parce que vous allez passer pour quelqu'un qui ment et c'est la dernière des choses à faire. Nathalie se cherche alors des circonstances atténuantes. Elle écrit à la juge qu'elle était régulièrement violée par l'ami qui l'hébergeait à l'époque. Lors d'une autre audition, elle explique qu'elle se droguait à l'ecstasy depuis 5 mois et que le soir du meurtre, elle avait justement pris un cachet. Les nouvelles vérifications entreprises n'ont pas permis d'étayer sa thèse. De plus, elle n'était pas dépendante aux stupéfiants, contrairement à ce que le laissait entendre. À mon avis, elle essayait d'expliquer, trouver des justifications, des explications à son acte qu'elle n'arrivait pas à regarder en face. C'est ça surtout. Donc voilà, est-ce que l'ecstasy allait pouvoir expliquer comment ce passage à l'acte d'une violence inouïe? Est-ce que les agressions sexuelles dont elle avait été victime allaient pouvoir expliquer ce comportement qu'elle pouvait encore une fois pas regarder en face? Voilà, je pense que c'est pas vraiment qu'elle revenait sur ses aveux. Je crois qu'elle essayait vraiment de pouvoir elle-même se regarder en face en se disant voilà, j'ai fait ça parce qu'il s'est passé ça dans ma vie. Nathalie espère que son histoire personnelle apitoiera la juge. Jusqu'à son adolescence, elle a eu une enfance dorée dans le 16e arrondissement de Paris. Son père la promenait en Rolls, il se disait avocat. Elle a ensuite vécu dans une belle maison à Vaucresson, dans les Hauts-de-Seine. Elle y a suivi toute sa scolarité dans une école privée, catholique. Et puis un jour, le château de cartes s'est effondré. Son père, très volage, a quitté sa mère pour une jeune fille de 17 ans. Et plus tard, il s'est installé au Venezuela pour fuir le fisc. Ce père tant admiré n'était pas avocat, mais conseiller juridique. Pas très honnête. Nathalie et sa mère se retrouvent sans argent et l'adolescente s'invente une vie qu'elle n'a plus. Elle
vivra en comblant sans arrêt ce manque affectif et en créant des conditions un petit peu imaginaires où elle va jouer des rôles divers de princesse, de diva, enfin d'une personne qu'on est tenté d'admirer, voire d'adorer. Les experts psychiatres, sollicités par la juge, trouvent chez Nathalie un trouble de personnalité histrionique. En d'autres termes, c'est une femme qui veut à tout prix attirer l'attention sur elle et qui surjoue ses émotions. Égocentrique, elle a besoin de se sentir aimée, d'où sa recherche de conquête sexuelle. Ce genre de personnes n'existe que si on les aime. Donc ce qui explique que toute sa vie est une espèce de roman érotisé et la séduction physique s'exerce partout, peut-être par crainte de l'abandonnisme, la crainte de la réjection qui pour elle est l'infamie et le fait qu'elle n'existe plus, qu'elle ne vaut rien. Nathalie décrit ses histoires d'amour comme une succession d'échecs. Elle a subi 5 avortements depuis ses 18 ans. En interrogeant ses anciens amants, les gendarmes découvrent que ces relations se terminent souvent dans la violence. Elle tente de se suicider ou frappe ses amants qu'elle choisit toujours plus jeunes qu'elle. Madame Pernollet, comment est-ce qu'elle se comporte avec vous pendant toute cette instruction? Ce qui est particulier, c'est le comportement de Nathalie Lescril, qui passe facilement du rire aux larmes. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrive au palais de justice de Senlis, elle est bien sûr encadrée par une escorte de gendarmerie, puisqu'on l'a extrait de la maison d'arrêt de Beauvais. Et là, elle ne me voit pas, mais moi je la vois, elle rit, elle sourit, elle est en fait très heureuse d'être en compagnie d'hommes. Et dès qu'elle va passer le seuil de mon cabinet, elle se transforme et peut devenir une Mater Dolorosa, pleurant. Elle pleurera beaucoup, régulièrement, lors de mes auditions. C'est peut-être une impression personnelle, mais les pleurs de Nathalie Lescril me semblent souvent simulés. C'est du théâtre, elle est comédienne. Pour moi, c'est du théâtre. Elle a un comportement théâtral. Ainsi, lors de la reconstitution, qui se déroule en 2 temps, le premier temps se passe au domicile des époux. Tout se passe très bien. Elle sourit, elle est heureuse d'être là, visiblement, d'être avec nous, de reconstituer les faits. Et puis, nous allons nous diriger au Point de Saint-Michel. Et lorsqu'elle va sortir du fourgon, elle va avoir un malaise. Elle va perdre connaissance, entre guillemets. Mais en fait, en 1 minute, elle reprendra ses esprits. Et mes enquêteurs et moi-même pensons aussi que c'est une perte de connaissance feinte. C'est une manière, au fond, de toujours se placer au centre de tout ça. Tout à fait, tout à fait. Elle est, disons, le principal acteur de sa vie et les feux de la rampe et les feux de l'instruction sont tournés vers elle. Mais c'est quelqu'un aussi qui est très charmant aussi, charmeur. Le dossier est bouclé. L'instruction n'a pas permis d'établir de complicité. C'est donc Nathalie Lescril seule qui s'assoit près de 3 ans après le meurtre dans le box des accusés de la cour d'assises de Beauvais, dans l'Oise. Le procès débute le 20 novembre 1996. Près de 3 ans après le drame, la foule se presse pour voir l'étrangleuse. Beaucoup de personnalités du milieu hippique sont là pour témoigner ou simplement pour assister aux audiences. On avait l'impression de se retrouver dans une annexe d'un champ de course comme Chantilly, par exemple. Il y avait des jockeys célèbres à l'époque qui étaient là, qui parlaient boulot dans la salle des pas perdus. Il y avait y compris des policiers qui venaient demander des tuyaux aux jockeys qui étaient là ou aux entraîneurs. C'était vraiment très très particulier. Nathalie refuse la présence des caméras. Elle s'assoit dans le box des accusés, tailleur sombre, cheveux noués, regard triste. C'est elle qui avait décidé de ne pas être filmée. Elle voulait essayer d'être le plus authentique possible à l'audience, ce qui est très difficile, parce que être soi-même dans l'enceinte d'une cour d'assises, c'est très très difficile. Mais elle voulait tout faire pour essayer d'être le plus vrai possible. Elle plaide le crime passionnel. Elle aimait follement son mari,
et elle n'a jamais eu l'intention de le tuer. En larmes, elle s'éponge régulièrement le visage avec un mouchoir. Mais son comportement paraît théâtral. Il passe mal. Personne ne croit à la sincérité de ses remords. Elle avait une façon de déclamer ses phrases en levant les yeux vers le ciel, en faisant des grands gestes, comme si elle était en pleine représentation dans un jeu de rôle. Elle se tordait les mains, elle poussait des cris. Et puis quand on l'a titillée un peu, ce qui m'est arrivé, là, à ce moment-là, elle entrait dans une colère noire. Et je me souviens toujours de cette anecdote pendant le procès. C'est qu'à un moment, elle a essayé d'enjamber. Et son regard était tel que j'ai eu qu'à me tourner vers les jurés en disant elle devait avoir ce regard-là le jour où elle a tué. Tout ça parce qu'elle n'avait pas supporté d'être mise en porte-à-faux. Elle agace même la cour. Car sur le fond, son discours est toujours plein d'incohérences et de zones d'ombre. Elle n'explique toujours pas les hématomes sur la tête de Christophe. En revanche, elle n'hésite pas à rajouter des détails, comme par exemple à propos du trajet en voiture avec sa fille sur les genoux. Le président l'interroge, lui demande, mais le corps de votre mari, il était là, à côté. Ce qui sous-tend, la petite l'a vu. Elle va dire, mais non, je l'avais couvert. Or ça, elle l'a jamais dit avant. C'est un exemple flagrant de ce mensonge, d'une façon qu'elle a quand même de se présenter quand même toujours sous un meilleur jour. Il y a eu l'incident aussi qui avait surpris, je pense, le président, qui l'avait arrêté, qui l'avait interpellé en disant « Madame, arrêtez de raconter n'importe quoi », où à un moment, elle avait dit « Mais c'est un accident ». Alors qu'elle venait de dire 2 minutes avant qu'elle avait serré et qu'elle avait fait un double nœud, et c'était par accident. Ça avait quelque peu exaspéré le président. Roland Coutenceau, vous êtes un des experts psychiatres qui a examiné Nathalie Lescril à la demande du juge d'instruction. Est-ce que vous savez, vous, comment une femme, c'est toujours une interrogation, peut tuer son mari et mieux étrangler son mari? C'est toujours surprenant. Alors, il y a le crime dit passionnel en lui-même. Avant, on appelait ça les crimes d'amour. Aujourd'hui, on pense plutôt que c'était des crimes d'amour-propre. Mais finalement, ce passage à l'acte est toujours la conséquence de plusieurs facteurs. Il y a d'abord une personnalité qui a des fragilités, souvent la peur de la séparation, ou des personnalités un peu rigides, sensibles à la perte. Il y a souvent la dépression. On rencontre très souvent la dépression. Et là, Nathalie Lescril était dépressive. Elle était déprimée. Elle avait été... Dépression qui entraîne un moment de tentative de suicide. Finalement, quand on pense mourir soi-même, finalement, on est prêt à tout. Et puis, très classiquement, on est souvent dans un contexte de séparation. Et puis, il y a un dernier détail, c'est ce qui se passe entre les deux protagonistes et qui fait que ce que dit l'autre vous blesse, on pourrait dire vous blesse mortellement et entraîne une espèce de rage qui vous rend hors de vous-même. C'est l'ensemble de tous ces facteurs qui, dans mon expérience, amènent ce type de crime. Les parents de Nathalie ne passent pas inaperçus. Son père débarque en voiture de luxe et sa mère en manteau de fourrure. Lui se montre exubérant et dit pouvoir mieux défendre sa fille que ses propres avocats. Ce comportement aussi dessert Nathalie. On va voir ce père de Nathalie Lescril qui s'agite dans tous les sens, qui vient interrogé par le président Gillet, qui se permet de dire que la question est stupide, la question qu'on lui pose. Et le président Gillet lui dit « Mais attendez, avec un casier comme vous avez, c'est peut-être pas vous qui allez me donner des leçons. » Les parents ont toujours été un petit peu décalés par rapport à Nathalie. Je pense que ils étaient totalement dans l'apparence, voulant montrer qu'ils avaient de l'argent, voulant montrer qu'ils faisaient partie peut-être d'une espèce d'élite. On revient sur son attitude envers sa petite fille le soir du meurtre. L'enfant a tout vu. Elle a sans doute été traumatisée. Depuis l'arrestation de Nathalie, c'est la mère de Christophe qui en a la garde. Au jury, elle raconte que plusieurs mois après les faits, elle était en train de baigner la petite et les mots de l'enfant l'ont bouleversée. Elle va raconter qu'à un moment donné, la petite va dire Papa Bobo en mettant la main sur la gorge. Ça, c'est une image qui visiblement, je pense, a marqué toute l'audience, toute la salle d'audience. Et je me souviens qu'elle a terminé sa déposition en se tournant vers Nathalie Lescril
en lui disant très calmement tu m'as retiré une chose essentielle de ma vie. Ce n'est pas que je t'en veux, mais je ne te le pardonnerai jamais. On s'interroge beaucoup sur la petite fille de Nathalie Lescril. Elle avait donc 19 mois quand sa mère a tué son père devant ses yeux, puis quand elle a transporté le corps dans la forêt pour le dissimuler et s'en débarrasser. Est-ce qu'on peut évaluer le traumatisme qu'a subi cette petite fille de 19 mois? Alors, finalement, quand on écoute une histoire comme ça, sans s'en apercevoir, on se met presque dans la tête de l'enfant. Alors, donc il y a un choc émotionnel pour chacun de nous. Mais en même temps, avant 18 mois, en tant que médecin, je pense qu'on ne peut pas se souvenir. Donc ça n'a pas été engrammé. Par contre, cette petite fille va grandir et son entourage va lui raconter les choses, sa grand-mère, des gens de sa famille. Et donc, si traumatisme il viendra dans le fait que sa mère a tué son père, ça on lui apprendra, et peut-être dans la manière dont elle va entendre, même si les adultes n'en sont pas conscients, les adultes de la famille parler de cette histoire familiale très particulière. À l'issue du procès, Nathalie et ses avocats ne sont pas parvenus à faire croire au crime passionnel. Dans son réquisitoire, l'avocat général l'a décrit comme une femme égoïste et dangereuse, qui ne supporte pas qu'on lui résiste. Il s'agit, selon lui, d'un crime d'orgueil. L'accusée n'a aucune circonstance atténuante, elle a froidement tenté de masquer son meurtre. Après 4 heures de délibéré, le verdict tombe le 23 novembre 1996. Les jurés ont suivi à la lettre les réquisitions lourdes de l'avocat général. Nathalie est condamnée à 20 ans de prison, dont les 2/3 de peine de sûreté. À l'annonce du jugement, un cri déchire la salle. Le père de Nathalie Lescril va se mettre à hurler. Il va pouvoir aller embrasser sa fille. Et là, on est authentique. Là, l'émotion, elle est vraie. L'émotion, elle est ressentie. Et pour le coup, là, on ne pleure pas pour les jurés. Les avocats de Nathalie vont par la suite saisir la Cour de cassation, mais la haute juridiction va rejeter le pourvoi. Le jugement de la Cour d'assises est définitif. Le verdict, 20 ans de prison, 2/3 de peine de sûreté. Eh bien, un peu... pas soulagée parce que ça rendait pas la vie de mon fils, ça c'est une chose sûre. Moi, j'avais pas du tout d'année, de date. Hein. Moi, j'avais simplement demandé qu'il soit jugé selon la gravité de son acte, hein. C'est tout. Donc 20 ans, je me disais, ça permet quand même avec 2 tiers incompressifs, de garder ma petite fille le plus longtemps possible pour l'élever le plus loin, quoi. Parce que votre peur, c'est qu'à sa sortie de prison, elle réclame la garde de sa fille. Évidemment, évidemment. Elle n'a fait que 8 ans de prison. Oui, elle a fait que 8 ans. C'est pas beaucoup pour tuer quelqu'un. Christophe, il avait rien fait de mal. C'était quelqu'un de bien, courageux, gentil. Donc 8 ans, c'est pas beaucoup. Condamnée à 20 ans, Nathalie Lescril a finalement fait 8 ans de prison. Pourquoi 8 ans d'ailleurs, Dominique? Puisqu'elle avait été condamnée à 20 ans avec une peine de sûreté des 2/3, c'est-à-dire 13 ans. Oui, parce que, Christophe, Nathalie Lescril va bénéficier d'une mesure tout à fait exceptionnelle qui est une révision et une réduction de sa peine de sûreté. Contrairement à ce qu'on pense bien souvent, une peine de sûreté, ça n'est pas, à moins d'avoir été expressément décidé dès le départ par la cour d'assises, incompressible. Une peine de sûreté, c'est révisable. C'est l'article 720, alinéa 4 du Code de procédure pénale, qui nous apprend que lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, eh bien la justice peut, à titre exceptionnel, réduire la durée de la période de sûreté du détenu. Dans l'affaire Lescril, on est dans un dossier passionnel. Nathalie Lescril ne présente aucun risque, a priori, de récidive, aucun trouble pour l'ordre public, aucun danger pour la société. Donc voilà pourquoi elle a un projet de réinsertion. Elle va sortir au bout de 8 ans. Merci Dominique. Aujourd'hui, Nathalie Lescril travaille comme dans un... Elle a choisi de garder le nom de famille de Christophe.